Amis youtubeurs, bonjour. Donc je vous propose une suite à l'introduction mécanique quantique et psychanalyse. Et là je vais vous emmener dans un beau voyage, j'ai un petit peu plus de temps. Alors d'entrée de jeu, c'est un voyage vers le merveilleux, vous allez voir, c'est assez troublant. Je plonge directement dans la mécanique quantique. Alors vous allez voir, la mécanique quantique, c'est très simple. C'est hyper simple à comprendre ce que je vais vous dire. Par contre, ça met un peu la tête au carré parce que ce n'est pas compréhensible dans votre logique. Alors j'ai fait 2 ou 3 schémas pour vous faire comprendre les choses et vous allez voir que c'est quand même étonnant. Alors je vous ai proposé l'expérience la plus basique, hein, c'est la double fente de Jung. Alors il y a une fente de fente, moi j'ai pris que 2 fentes parce que c'est ce qui est le plus pratique. Alors vous allez imaginer qu'il y ait quelqu'un qui tire, je vous montre un schéma que j'ai fait en vitesse, hein, voilà. Vous avez un tir, une double fente et une plaque derrière qui va recevoir les impacts de la balle. On va imaginer dans un premier temps que ce soit avec une Kalachnikov qu'on tire. Donc on tire avec une Kalachnikov à travers ces 2 fentes et vous allez avoir les impacts de balles derrière. Bon. Il est évident que dans la logique, si j'arrose avec la Kalachnikov, ça passe par les 2 fentes, voilà ce que je vais avoir sur la plaque derrière, les impacts de balles qui vont arriver. Ça me semble logique jusque-là, d'accord? Ça c'est facile. Ensuite, deuxième expérience, au niveau des fentes, je vais envoyer une onde d'eau. Vous savez quand vous jetez un projectile, si vous voulez, pas un ricochet, un projectile, que vous faites tomber un projectile, vous avez une onde qui va se faire sur l'eau. Imaginons que cette onde qui est sur l'eau, je vous montre le schéma si vous voulez, l'onde qui est là, elle est ici, l'onde qui est là, va aller sur les 2 fentes. Automatiquement, l'onde va se casser sur les 2 fentes et il va y avoir 2 ondes qui vont partir de chaque fente. Et qui vont s'intercasser. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'interférence. L'onde passe par les 2 fentes, automatiquement il y a une deuxième onde qui se fait par chacune des fentes et les ondes vont en quelque sorte se casser les unes contre les autres, et si vous allez sur la plaque qui est derrière, vous allez avoir ce qu'on appelle des bâtons qui correspondent au sommet des ondes, et où il n'y a rien, c'est à la base des ondes. Donc au sommet des ondes, vous allez avoir tous ces bâtons qui vont apparaître. Jusque-là, c'est très très simple, c'est-à-dire que vous tirez, les impacts font 2 impacts, et quand vous avez une onde, comme les ondes passent, que les ondes interfèrent, vous allez avoir une multiplicité de bâtons qui vont arriver. Jusque-là, c'est toujours très simple. Où ça se corse, c'est quand on n'envoie non plus des balles, mais des particules. Alors des particules, ça peut être des photons, des électrons, ce que vous voulez. Et quand vous envoyez des particules à l'image de balles de Kalachnikov, vous tirez dans les 2 fentes, et qu'est-ce que vous allez avoir après sur la plaque? Normalement, vous devriez avoir ça. Et bien, quand c'est des particules, vous allez avoir ça. Ça veut dire en quelque sorte que la particule agit comme une onde. Et là, ça pose problème, parce que, si vous voulez, on ne comprend pas. Cette expérience a été faite par Jung, pas le psychiatre, hein, mais le physicien, il y a pas mal de temps. Et alors on s'est dit, ben, c'est pas compliqué. Ça fait ça parce que les électrons, ils se touchent, ils se bougent, ils interfèrent entre eux. On va tirer un par un. On va tirer avec le... Rappelez-vous ce que je vous avais dit, là, avec le canon de tir, on va tirer un par un les particules. Et bien en tirant les particules une par une, ça ne change rien. On retrouve encore cette notion, que lorsqu'il y a 2 fentes, comme si les particules passaient par les 2 fentes à la fois. C'est complètement invraisemblable. Alors, on s'est dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre un observateur derrière les 2 fentes. On va mettre un observateur derrière ces 2 fentes, là, ici, là, pour voir ce qui se passe au niveau des électrons, ou des photons, enfin, peu importe. Et quand on a mis un observateur, pour voir par où il passait, on retrouve ça. Alors vous voyez, c'est très très simple. C'est-à-dire que quand vous tirez avec une Kalachnikov à travers les 2 fentes, vous avez 2 bandes. Quand vous envoyez des ondes, automatiquement, les ondes interfèrent, c'est des intrications automatiquement, des interférences d'ondes plutôt,
automatiquement vous allez avoir plusieurs bandeaux, et quand vous faites des particules qui seraient comme des balles, et bien vous avez la même chose. Ce qui veut dire que la particule devient une onde, elle passe par les deux fentes, elle devient une onde. Et quand vous les observez derrière, le fait de les observer les fait redevenir non plus des ondes mais des particules. Donc si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que l'onde et la particule sont deux éléments, deux particularités qui interagissent selon un moment ou selon un autre en particules ou en ondes. Les deux sont vivantes, et ça, cette expérience est faite, et il y en a une deuxième qui va revenir qui est impressionnante, et que quelque part, si vous voulez, que lorsque vous observez la particule, l'onde qui va... Enfin, la particule, c'est difficile, vous voyez, je me mélange les pinceaux, parce que quand on observe le vide, on crée la particule, et le problème, c'est qu'on ne sait pas où va être la particule. Elle peut être là, elle peut être là, elle peut être n'importe où, donc c'est une probabilité que la particule soit là. Et cette mécanique quantique qui associe l'onde, la particule, ou les deux à la fois, on se dit, c'est complètement débile, c'est complètement délirant, ben ça marche, parce que la mécanique des fluides, les ordinateurs quantiques, qui ne sont plus du tout dans le binaire, sont 10 fois plus puissants. Donc la mécanique quantique, on l'observe, on voit que ça marche, on ne peut pas la comprendre parce que notre cerveau n'est pas programmé pour ça. Donc on a une onde et une particule. À l'image un petit peu d'introduction, je vais descendre dans le cerveau de l'individu. Le cerveau de l'individu, alors c'est il n'y a pas un cerveau gauche, un cerveau droit, c'est une image en quelque sorte. Hein. Si on coupe votre cerveau en deux, on n'a pas le gauche qui est logique et le droite qui est rationnel. C'est une image. Le cerveau gauche, si vous voulez, il est très logique, déductif, rationnel, il est dans la causalité, donc dans la causalité passé, présent, futur. Le cerveau gauche, c'est ce qui nous permet de réussir dans notre société. Quand les animaux sont cerveau gauche, on dit qu'ils sont intelligents. Je pense que c'est la pire des conneries, mais à la limite, c'est ce qui est admis actuellement. Et le cerveau droit, il est beaucoup plus lié à l'émotion, à l'affect, il est lié à ce que l'on ressent. Je ne crois pas qu'il soit dans la même temporalité. Et on pourrait programmé pour bien comprendre la psychanalyse et la mécanique quantique, d'associer le cerveau gauche à la particule, ce qui est concret, et d'associer le cerveau droit, qu'est notre inconscient, à l'onde, à cette chose invisible, à cette chose qui n'est plus dans la notion du temps, parce que vous allez vous rendre compte en quelque sorte que la notion du temps va intervenir. Donc on peut dire, placez-vous là-dedans, qu'il y a une dualité entre particules, que la particule c'est le cerveau gauche et l'onde c'est le cerveau droit. Jusque-là, on s'arrête là, essayez de le programmer. Et il y a les trois principes qui vont se remettre au niveau humain. Par exemple, l'indétermination, c'est le fait d'observer qui crée la particule. Mais le cerveau gauche, c'est lui qui permet par nos sens de prendre conscience de notre émotion. On retrouve cette notion d'indétermination. La complémentarité, qu'on soit gauche et droit, particule et onde, ça me semble une évidence. Et ensuite, le troisième principe quantique qui s'approche à l'humain, c'est la correspondance. Au-dessus d'un certain seuil de photons ou d'électrons, on passe dans une réalité, si vous voulez, newtonienne. Et bien là, c'est pareil. Quand il y a beaucoup de cerveau droit d'émotion, il y a une explosion émotionnel qui est là visualisé sur un plan cerveau gauche. Donc vous voyez que les trois principes de la mécanique quantique, si on l'associe au cerveau gauche, au cerveau droit, ça marche. Donc là, on est sur un point, cerveau gauche, cerveau droit, onde, particule, avec les principes de correspondance. Deuxièmement, le temps. Avant de passer dans le temps, quand même, là, il me revient en tête une petite anecdote qui est intéressante, si vous voulez, c'est que quand vous parlez, que vous causez, vous croyez gérer une discussion, en fait, vous croyez la gérer, mais c'est pas vrai. Si vous prenez du recul, c'est les analogies du cerveau droit qui vous font bouger la conversation. Par exemple, vous dites, bah tiens, j'ai vu Julien aujourd'hui, Julien, il est venu m'enregistrer aujourd'hui, tiens, l'enregistrement, ça me fait penser que quelque part, j'ai enregistré une autre vidéo sur le temps. Le temps, c'est quand même amusant. Quel temps il fait? En fait, et c'est ça, c'est les analogies. Et vous croyez gérer la conversation, mais c'est le cerveau droit inconsciemment qui vous fait gérer la conversation. Deuxième chose, posez votre cul sur un fauteuil, regardez votre vie, vous croyez la gérer, tout est lié à votre cerveau droit, tout est lié à des distorsions, des hasards, des coïncidences, rien n'est construit. Vous pensez construire les choses, mais regardez qui vous avez rencontré, votre boulot, les gens que vous avez rencontrés, tout est lié au hasard, tout est lié à des coïncidences, et on croit, nous, avec notre cerveau droit,
avec le cerveau gauche, excusez-moi, gérer les choses. Mais c'est le cerveau droit qui domine partout. Et puis, je veux dire une dernière chose, c'est que le cerveau droit, notre inconscient, il marche 24 heures sur 24. Quand nous, notre cerveau gauche, il dort, le cerveau droit, il rêve. Donc, c'est pour vous dire l'importance du cerveau droit, de l'inconscient, puisqu'on va le relier à ça. Et le cerveau gauche et le libre arbitre, on verra que c'est très limite. Ensuite, deuxième chose, le temps. Vous inquiétez pas, c'est confus, mais je vais tout remettre en ordre après et ça va devenir fluide. Il faut être un petit peu scolaire quand même, c'est la moindre des choses. Le temps est une illusion. Alors Einstein a pu prouver que le temps était élastique. Le fait est, vous mettez quelqu'un dans un avion, il va tourner à toute allure autour de la Terre pendant 24 heures, vous avez l'autre qui l'attend à l'aéroport, 24 heures plus tard. Celui qui était dans l'avion aura vécu 23 heures, 59 minutes, 59 secondes, et celui qui était sur la piste va vivre 24 heures. C'est-à-dire que plus on va vite, plus le temps raccourcit. Ça, c'est la temps, c'est la relativité einsteinienne. Einstein n'était pas tellement d'accord avec les gens de la mécanique quantique, donc il a dit « ça commence à m'emmerder ce truc-là », d'où sa fameuse phrase « Dieu ne joue pas en dés ». Ne joue pas au dé. Et avec Podolsky et Rosen, il fait l'expérience EPR, la fameuse expérience EPR, qui est tout simplement de prendre une particule, donc il la regarde, il la voit, il la coupe avec un faisceau laser par exemple, et les deux particules s'éloignent. Et ce qui est fantastique, c'est que la particule P1 par exemple va avoir des spécificités identiques à la partie P2. Bon, je ne rentre pas dans des spins, des inversions de spin, mais ce qui est important dans le concept, c'est de comprendre qu'elles auront les mêmes particularités. Comment la seconde particule peut avoir des particularités identiques à la première, puisque c'est en regardant la première qu'on l'a créée. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme s'il y avait une communication instantanée, sans notion de temps. Et là, ça commence à poser problème. Einstein, là, quand même, il commence à revoir un peu sa copie, et on en arrive à quelque chose, si vous voulez, qui est hyper important, c'est l'intrication quantique. Et l'intrication quantique, elle est très moderne, c'est un peu la suite de l'expérience d'Aspect avec l'épreuve PR et puis, bien entendu, ces deux particules réagissent. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intrication quantique? C'est que quand vous avez deux particules, comme celle qu'on vient de voir, si vous en faites bouger une, l'autre bouge aussi, quelle que soit la distance, et c'est instantané. Et là, il y a deux problèmes qui se posent. Le problème, c'est que le temps n'existe plus, donc il n'y a plus de causalité. Et puis, ça peut vous expliquer que, quelque part, les militaires vont s'y... bien sûr qu'ils vont s'y intéresser, parce que là, vous avez une note informative qui passe on ne sait pas où, qui est instantanée, il n'y a plus besoin de radar, de décodage, on sait tout de suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on bouge, qu'on va donner par exemple je sais pas, un code, il est instantanément de l'autre côté du monde, sans matériel, sans rien. C'est quand même extraordinaire, cette notion d'information. Par où elle passe, on ne sait pas. Et la deuxième chose, c'est que ça peut expliquer que quand vous pensez à quelqu'un, l'autre apparaît. C'est-à-dire qu'il y a des connexions qu'on ne comprend pas, c'est l'intrication quantique. Donc, si vous voulez, si on le relie à l'homme, plus on va annuler le cerveau gauche, plus le cerveau droit va passer. Donc, dans le cerveau droit, c'est toutes les expériences de Stanislas Grof qui, en annulant le cerveau gauche avec des substances LSD, tous les psychiatres qui travaillaient avec lui devaient prendre du LSD, il y a des gens qui revenaient et qui étaient capables de parler certains langages abscons, comme s'ils avaient été capables d'aller en dehors du temps, par le cerveau droit, puisque le cerveau gauche était annulé, apprendre des dialectes. C'est des choses absolument invraisemblables qui ont toutes été filmées. Mais ce qui est très très important, c'est au niveau des rêves. Les rêves sont le cerveau droit, l'inconscient. Donc l'inconscient, c'est l'onde, il n'y a plus de notion de temps. Et les rêves peuvent être autant liés au passé qu'au futur. Et on verra, je vous donnerai un exemple de rêve chez quelqu'un qui a fait une ENDE, une Next-Dex expérience, qui est absolument fascinante, que j'ai vue, que j'ai vécue. Vous verrez, c'est absolument étonnant. Et qu'est-ce que l'on essaye de faire actuellement? C'est de bloquer le cerveau gauche, l'hypnose ericksonienne, les trans, le tam-tam. Par exemple, les gens disent le tam-tam. Bien entendu que les tam-tams chamaniques ou asiatiques, c'est tout simplement des répétitions pour annuler le cerveau gauche, pour laisser passer le cerveau droit, qui va avoir des interconnexions à gauche, à droite,
dans cet instantané du temps, dans cet espace-temps qu'on ne connaît pas, qui est lié au cerveau droit, ou le passé, le présent et le futur, comme j'ai dit dans la vidéo du temps. Ce que je veux dire, c'est que le cerveau droit, il navigue dans un espace-temps qui est différent. Et nous, notre cerveau gauche, nous, on est les meilleurs, les plus beaux, on veut gérer dans notre temps. Alors, l'expérience de Laurette, je vous le donne. Laurette, c'était une patiente que j'ai été voir, ça m'est arrivé, c'est authentique, j'ai été la voir. Il était 8 h du matin à peu près, en visite à domicile, et elle avait fait une ENDE, elle avait été dans le coma pendant 3 semaines, et bon, elle avait vu la mort, etc. Enfin, les NDE classiques, un état de mort imminente. Bon. Et elle arrive en pleurant, je la vois pleurer, et elle me dit « Je pense que je t'ai vu en rêve devant quelqu'un qui était mort, pendu, et qui me disait « Laurette, 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 Laurette ». Or, toi, tu étais là, tu pleurais aussi, et ça ne peut être que ton frère, puisque toi, la personne qui est pendue et qui dit Laurette, Laurette, et comme je connais ton frère, qui est gynécologue, ça peut être que ton frère. Je téléphone à mon frère qui me dit tout va bien, il n'y a pas de problème, je ne comprends pas très bien, je repars. Et j'arrive à la maison à midi, et là j'apprends, par Denis, un ami, qu'un de mes amis, à la même heure où Laurette m'a reçu, c'est-à-dire à 8 h du matin, s'était pendu, et qu'il avait laissé un papier, et sur ce papier, il y avait marqué « Laurette, Laurette, Laurette ». Et c'est quand même très troublant de voir qu'à 4 heures, elle écrit quelque chose, cette patiente, parce qu'elle me donne le papier où elle écrit, où elle voit quelqu'un qui se pend, qui dit Laurette, alors que j'arrive 4 heures plus tard voir un de mes amis qui dit Guy s'est pendu et écrit Laurette, Laurette, Laurette. Et je suis présente dans les deux cas. C'est des choses très troublantes, si vous voulez. Et à chaque fois que cette patiente, Laurette, j'ai essayé de lui faire consciemment, en quelque sorte, des expériences un petit peu modifiées, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire que quand le cerveau droit passe, il passe, c'est, on va dire, des dons médiumniques, pourquoi pas, mais le faire à volonté par le cerveau gauche, j'y crois moyennement. Donc, qu'on ait des flashs, pourquoi pas, mais qu'on les provoque, j'y crois pas tellement. Alors, on en est donc, si vous voulez, à l'onde, qui est une particule, et on se rend compte, en quelque sorte, que les particules qui viennent d'onde, quand on les crée, elles agissent, elles interagissent, elles s'interagissent l'une par rapport à l'autre instantanément, sans notion de temps. Ça veut dire que, quelque part, le temps n'existe plus. Alors, après, j'ai été chercher David Bohm. Alors, David Bohm a fait quelque chose d'extraordinaire, ce que je pratique actuellement, je vais vous en parler. David Bohm, qui était un grand physicien, bon, il a joué sur le nucléaire, les bombes nucléaires, etc. Et lui, par ses variables cachées non localisées, il émet l'hypothèse que nous vivons dans un monde de vide qui n'est qu'information. Mais on a accès à cette information par le cerveau droit. Mais comme le cerveau droit, c'est l'inconscient, on n'en a pas conscience. C'est ce qu'on appelle le fameux vide créatif des Asiatiques, des Orientaux, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça nous renvoie au gnosticisme. Qu'est-ce que c'est que les gnostiques ? Les gnostiques, si vous voulez, je ne parle pas des agnostiques, je parle du gnosticisme. C'est des gens qui considèrent que l'homme doit rechercher par la connaissance, par une réalisation de lui-même, une illumination du Dieu qu'il a à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire que c'est une religion assez optimiste parce qu'on est l'égal de Dieu puisqu'on l'a au fond de nous-mêmes. Et je pense que les gnostiques, quand ils disent que Dieu est au fond de nous-mêmes, c'est le cerveau droit en quelque sorte, c'est notre inconscient. Et Bohm, lui, pense que ce côté Dieu intérieur, inconscient, est en relation avec ce vide informatif qui est tout autour de nous. Alors, je vais vous donner des exemples qui vont un petit peu le prouver. Il y a les dialogues de Bohm. Qu'est-ce que c'est que les dialogues de Bohm ? Les dialogues de Bohm, ce sont des gens qui se réunissent, ça se faisait aux États-Unis, par groupe de 15, si vous voulez, de 15-20. C'est ce que je pratique, moi, aussi en Bretagne depuis à peu près maintenant 11 ans. On se réunit régulièrement, d'une manière très courtoise, où toute violence ou toute agressivité est exclue, sur des sujets où on essaye de rechercher, de se poser des questions, de chercher le sens de certaines histoires. Et il s'avère que dans les dialogues de Bohm, je crois que c'était à Philadelphie, mais j'en suis pas sûr, on se rendait compte que lorsque ces dialogues de Bohm étaient installés, le taux de criminalité baissait d'une manière systématique. C'est-à-dire que quand le cerveau droit était
en phase, je dirais pas ça, je dirais plutôt quand on était dans une situation où le cerveau droit pouvait bien voyager, on va dire des choses comme ça, le taux de criminalité diminuait. Ça, c'est les dialogues de Bohm. Il y a bien entendu l'intervention du cerveau droit, l'intervention de ce cerveau droit avec ce vide quantique qui sont les coïncidences. Mais ces coïncidences peuvent être l'empreinte du futur puisqu'il n'y a plus d'espace-temps. Il y a aussi bien entendu les synchronicités. Qu'est-ce que c'est qu'une synchronicité? C'est tout simplement l'irruption dans notre cerveau gauche, un scarabée à la fenêtre, de quelqu'un qui a rêvé dans un monde implicite au scarabée. Et c'est au même temps. Donc, il y a une relation de sens sémantique, mais la causalité n'existe pas puisque ce qui vient du cerveau droit est en dehors du temps. Et il y a bien entendu ce que j'ai longuement expliqué dans la vidéo des animaux, les champs morphiques de Sheldrake. C'est-à-dire que les animaux sont capables de ressentir un champ qui leur permet d'avoir un GPS, rappelez-vous, qui leur permet d'avoir des visions de précognition sur l'avenir, de télépathie, c'est-à-dire qu'ils jouent avec ce cerveau droit parce qu'il est en même valeur que le cerveau gauche. Et ce que je veux dire, c'est que nous, comme on est trop cerveau gauche, on subit le cerveau droit. C'est quand même assez intéressant. Donc, si on pouvait déjà à ce niveau-là concrétiser les choses pour que vous ne soyez pas trop perdus, nous avons un inconscient, qui est le cerveau droit. Cet inconscient, je vous renvoie, si vous voulez, à l'ombre, qui est l'inconscient superficiel, et l'inconscient profond avec les archétypes. Donc on a un inconscient, un inné, qui contient des archétypes qui sont un petit peu les briques un petit peu de notre inconscient. On verra ça dans le processus d'individuation plus en détail, ça sera la prochaine vidéo. Et que cet inconscient, dont on n'est pas conscient, est en communication avec un vide créatif, un inconscient global où tout est relié. Tout est relié et qui est en communication et qu'on est en communication avec les inconscients des autres par ce champ global. Donc on aurait une matrice, d'où les films sur la matrice bien entendu, qui interférerait d'une manière globale dans ce vide autour de nous avec notre inconscient. On est tous en communication. Alors là, c'est Hawkins qui le disait, si vous voulez, c'est que par l'épreuve EPR, qui est absolument une épreuve extraordinaire, où de deux électrons ils sont en connexion, si on imagine qu'au Big Bang, dans cette expansion du Big Bang, les deux particules, quand on donnait des millions et des millions, ça prouve bien que tout est dans interrelation. Donc si vous voulez, on arrive à des choses, bon, ça devient peut-être un peu plus compréhensif pour vous. Donc, le cerveau gauche correspond à notre conscient, le cerveau droit à l'inconscient. Tout est ondulatoire pour le cerveau droit dans un autre espace-temps, tout est réel pour le cerveau gauche. Et le cerveau droit qui contient notre inconscient personnel, notre inné, etc., va être en rapport avec ce qui nous entoure et va frapper à la porte de notre cerveau gauche. Nos symptômes, nos rêves, nos hasards, nos coïncidences ne sont que ce monde qui frappe à la porte du cerveau gauche. Alors, la théorie des cordes et de la membrane, c'est tout simplement une théorie, si vous voulez, qui va essayer de mieux visualiser ce vide créatif d'une manière intéressante. Alors, comment c'est arrivé? C'est assez intéressant, c'est-à-dire que dans cet espace tout près du Big Bang, qu'on appelle la singularité, la théorie mécanique quantique et la théorie de la relativité s'opposaient. Alors, on a imaginé, si vous voulez, ces Overuth, Steinhardt et Turák, c'est des grands Manitou, ont imaginé des cordes. Comme les cordes d'un violon qui crée de la musique, là les cordes, par leur valeur ondulatoire, créeraient la matière. Il y a eu plein de théories des cordes qui se sont posées, c'était vraiment le fouillis le plus possible. Et il y a Duff qui a dit « J'ai trouvé une 11e dimension ». Alors les dimensions, il y a la hauteur, la largeur, la profondeur, et il y en a 11. Il a trouvé la 11e dimension, qui est l'hypergravité, la supergravité, et dans cette 11e dimension, toutes les théories des cordes se valider. Et est arrivée la théorie de la membrane, qui est tout simplement, la membrane, c'est qu'il y ait plein de cordes les unes à côté des autres, la membrane. C'est comme s'il y avait une membrane infiniment petite qui vous réunisse tous, qui réunisse les objets, qui réunit tout et qui provoque une interconnexion. Et dans cette membrane qui nous enveloppe est notre univers. Après, alors là, je vous fais une petite parenthèse, c'est la théorie du multivers. Qu'est-ce que c'est que la théorie du multivers? C'est tout simplement que dans cette membrane qui crée cet univers, il y aurait deux univers qui s'opposeraient, qui provoqueraient en quelque sorte un nouveau Big Bang, et il y aurait un autre univers dans un autre espace-temps.
Bon, ça c'est une théorie qui est un peu battue en brèche, mais ce qui est important à comprendre, c'est que ce vide créatif, ces champs morphiques, ces vides quantiques, ça serait en quelque sorte la théorie de la membrane. Et dans cette membrane, l'espace-temps par l'instantanéité, rappelez-vous, par l'intrication quantique, n'est pas le même que dans notre réalité. Donc notre réalité est à la traîne, et on essaye, comme les gnostiques, d'aller chercher notre Dieu intérieur. C'est bien entendu ce qu'on va rechercher du cerveau droit. Alors la synchronicité, c'est quelque chose, une notion, un fait, un exemple, une action qui appartient dans cet inconscient. Alors est-ce que c'est inconscient en communication avec la membrane? Quelque chose qui arrive, qui est un rêve par exemple. Et on rêve un scarabée. Et quand on en parle à quelqu'un, le scarabée arrive dans la fenêtre, c'est le cerveau gauche. Donc il y a des ponts. Et le problème, c'est que les rêves sont sans aucun doute les ponts. On va voir comment faire maintenant pour exploiter l'intégration du cerveau droit, ondulatoire, dans le cerveau gauche pour nous faire évoluer. En fait, on reprend le rêve, on ne cherche pas à l'interpréter. Et on essaye de le voir sous tous les angles, le rêve. Et à un moment donné, quand on est avec avec un patient, le patient sent une émotion lorsqu'on parle du rêve. C'est ce qu'on appelle l'amplification onirique. Et quand on ressent l'émotion, c'est que le pont a été fait entre le passage du cerveau droit au cerveau gauche. Peu importe l'interprétation, l'ouverture s'est faite. Nous, on voudrait comprendre, mais ce n'est pas le plus important. C'est que le pont s'est fait et que le cerveau gauche va se remplir de valeurs du cerveau droit sur un plan émotionnel. On voudrait tout comprendre, mais je pense que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux de tout comprendre. Donc j'arrive à la conclusion, c'est-à-dire que la conclusion, elle est très simple. Il y a un monde réel qui est lié à notre cerveau gauche, c'est notre réalité qui est une facette du monde implicite ou du monde créatif, etc. Donc qui est relié à nos sens, qui est logique et déductif. Il y a un monde invisible relié à l'affect, au sentiment, à l'émotionnel, c'est ce qu'on appelle l'inconscient ou le cerveau droit. Cet inconscient, comme on a pu le voir, avec ce qu'on a refoulé, ce qu'on a détiné, cet inconscient cerveau droit est en communication avec un énorme monde qu'on appelle le vide créatif, le vide, etc. Et on a une connexion avec ce monde, mais sans en avoir conscience. La mécanique quantique nous prouve que l'onde et la particule, c'est la même chose, et que dans cet autre monde, par l'intrication quantique, c'est un autre espace-temps. Les hasards, les synchronicités, les coïncidences qui constellent notre vie ne sont que des demandes de ce monde qui nous entoure, qui est 10 fois plus puissant en quelque sorte que le monde gauche, d'en tenir compte. Et la notion de libre arbitre de notre cerveau gauche est battue en brèche. En fait, moi, ça fait des années que je cherche le libre arbitre. Comme je me rends compte que ma vie n'est faite que de coïncidences, j'essaye davantage de valider que le seul libre arbitre que je puisse posséder, c'est de m'aligner sur les valeurs du cerveau droit. Alors, comme c'est d'actualité, je dis un petit mot sur le coronavirus. Le coronavirus, il arrive, qu'est-ce que c'est? C'est un virus. Qu'est-ce qu'on fait? On traite les conséquences d'une manière logique, déductive. Ce qui serait intéressant, c'est de comprendre qu'ils viennent du futur. Et les analogies sont multiples avec les civelles, la grippe H1N1. En fait, ils viennent d'animaux qu'on a absolument, des animaux qui sont sauvages, qu'on mange, etc. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que si on fonctionnait d'une manière relativement cohérente, cerveau de gauche et cerveau de droite, la première chose, c'est de se dire qu'est-ce que notre futur nous demande? Et là, quelque part, on va sur la faune et la flore. Là, on traite les conséquences. Et puis, entre nous, on pourrait se poser aussi des questions sur certains laboratoires P3, P4 qui fabriquent des virus d'une dangerosité inouïe en se disant on fabrique ces virus pour essayer de trouver un traitement. Et ils tripotent ces virus. Le problème, c'est de savoir, est-ce que la nature transformerait ces virus de la manière dont elle les tripote? On n'en est pas sûr. Je trouve que là, on joue un peu à la... Enfin, c'est pas très clair. Enfin, je vous laisse réfléchir, sachant que des P3, P4, il y en a dans le monde entier, en Chine également. Donc, on ne cherche pas le futur sur cette bestiole. On cherche à traiter les conséquences, qui est humain, cerveau gauche. Et puis, il y a la deuxième chose que je vois, c'est l'ombre actuellement qui fascine les gens. Ce qui est fantastique, c'est qu'on est fasciné par cette morbidité, cette dangerosité, ça nous prend. Je vous donne un petit exemple sur le journal d'hier. Sur le journal d'hier, il disait, voilà, il y a 57 000 en France cas confirmés. 57 000. 24 000
qui ont été hospitalisés. C'est bien, hein? Moins de la moitié. 4000 décès. C'est fantastique. Mais si on fait une petite soustraction qui n'est pas faite dans le journal, 53 000 moins 4 000, ça fait que 57 000 moins 4 000, ça fait 53 000 guérisons. Ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on est fasciné par cette ombre, et je pense que certaines élites, par rapport à cette fascination, l'utilisent peut-être pour avoir une gestion, par exemple la géolocalisation. Alors j'ose espérer que tout ça soit inconscient, je pense que tout le monde est pris par les trucs, les gens ne prennent pas du recul de faire une soustraction. Donc simplement, les gens sont très cerveau gauche par rapport à cette vilaine bébête. Et ils ne sont pas assez cerveau droit pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le futur veut nous dire. Alors là, je faisais une petite aparté. Quelqu'un qui est mature va être cerveau gauche et cerveau droit. Cerveau gauche, bien entendu, c'est l'adulte. Le cerveau droit, c'est l'enfant, c'est l'inconscient. Et quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui est enfant et adulte. Quelqu'un qui est trop enfant, trop cerveau droit, va être immature. Mais quelqu'un qui est trop cerveau gauche va être totalement immature. Et là, je glisse sur un monde politique qui est hyper cerveau gauche, logique, déductif, rationnel, qui croit en ce qu'il dit, qui est complètement absorbé par le cerveau gauche, en n'ayant même pas le minimum de prise de recul, de se dire mais qu'est-ce que ça veut dire dans le futur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a un politiquement correct, un ego, un pouvoir, une gestion, une immédiateté du traitement, et qui fait que quelque part, ils sont intimement convaincus de bien faire. Et là, on est dans quelque chose qui est très important, c'est que quand on associe le futur et le passé ou le présent, si vous voulez, on va être cerveau gauche et cerveau droite, on peut prendre des décisions à chaud négatives, mais qui à long terme vont être positives, respecter la planète, faire des tas de choses par rapport au futur, mais à chaud, non. Et c'est ça le fond du problème, c'est que les politiciens sont toujours dans l'immédiateté. Donc là, je parlais de la bébête, le pouvoir, la fascination du mal, et de voir les conséquences plutôt que de voir l'origine. Bon, ça c'est une vision personnelle. Alors, maintenant, à travers cette notion de mécanique quantique, le but d'une vie, c'est quoi? D'arrêter de bétonner nos valeurs gauches, d'arrêter de rationaliser, d'arrêter de vouloir tout savoir, de prendre un peu de recul et de douter de la réalité et de voir ce que le cerveau droit nous propose dans le futur, essayer de découvrir ce que cette membrane et ce monde implicite nous proposent, etc. Et maintenant, le rôle de l'homme, et c'est là où c'est important, et je vais finir là-dessus, c'est que le rôle de l'homme conscientise par son cerveau gauche des nouvelles directives amenées par la membrane, ce monde, etc. Il est tout à fait capable après d'être en opposition entre ces certitudes et ces nouveautés qui vont lui arriver par les hasards, par les rêves, par les coïncidences, etc. Et là, il va y avoir une dualité. Mais n'oubliez pas que l'unité, c'est pas deux, c'est pas un, c'est trois. La trinité, les trois points des francs-maçons. Et qu'en fait, la troisième solution entre ces certitudes et ce qui lui arrive va lui permettre d'avoir une nouvelle direction qui peut enrichir le monde implicite, le monde quantique, la membrane. Donc tout est interrelié et l'homme a un sens, c'est celui de faire progresser la membrane par une nouvelle direction qui va s'opposer à ces certitudes, qui provoque une troisième voie. Alors là, c'est un petit peu compliqué, mais j'aborde l'individuation qu'on fera la prochaine fois. Donc retenez qu'il y a un cerveau gauche concret, un cerveau droit abstrait, l'onde, la particule, que dans l'onde, il n'y a pas d'espace-temps et qu'il faut mélanger les deux et être attentif aux valeurs du cerveau droit qui sont les rêves, les hasards, les coïncidences et essayer de voir le futur ou d'imaginer. Voilà, je vous remercie. J'espère que je ne vous ai pas trop barbé, que je vous ai fait voyager. N'oubliez pas, bien sûr, de vous inscrire parce que c'est important au niveau de s'inscrire au niveau donc, des vidéos sur YouTube, de liker et puis bien entendu la petite cloche pour être prévenu qu'il y ait une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée en espérant d'être attentif à vos coïncidences. Au revoir.